Salut Rémi, Salut Chloé. on est hyper content aujourd'hui de te recevoir ici dans nos locaux chez Blue Lemon. L'objectif, comme on te l'a un petit peu expliqué, c'est de faire un twist and test. Ouais. C'est de reprendre un petit peu ton parcours, de pouvoir comprendre comment tu en es arrivé là aujourd'hui chez Skill & You. Qu'est-ce qui a fait que plusieurs fois dans ta carrière, tu as twisté. Et nous, on a la particularité d'ajouter à ça une petite dégustation d'un mets français. Donc voilà, le but c'est de te laisser la parole et de te laisser te présenter. Eh ben, d'abord, merci. Merci pour l'accueil. C'est Avec hyper plaisir. joli chez vous, je dois Merci dire. beaucoup. Et puis, je suis ravi de retrouver Chloé aussi parce qu'on s'était croisés dans une de mes précédentes vies avant que je twiste, puisque j'étais directeur d'une école de commerce et tu étais élève là-bas. Ouais. Voilà. Donc, ça me fait toujours plaisir de revoir des anciens qui ont grandi et qui réussissent leur carrière. Voilà. Donc, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à déguster ce qui est dans l'assiette que j'ai un peu choisi. Hein. Ouais, c'est vrai que tu en fait, nous as un peu on a orienté. caché. C'est vraiment l'idée que tu puisses choisir ton twist, tant professionnel que culinaire, qui nous explique le twist et le taste à chaque fois de Ouais. chaque point Alors, dans ta carrière. Autant dans ma carrière professionnelle, j'ai twisté, on va le voir, hein. Autant j'ai toujours été fidèle au flan. Toujours fidèle au Eh blanc. J'en ai testé plein, parce que j'en teste plein. Et non, dès que je suis dans une ville, un endroit, je vais voir les boulangeries et je bouffe des flans. Voilà. Donc je suis heureux de pouvoir tester celui-là. Quoi. Super. Génial. Moi, j'ai commencé ma carrière comme prof de droit. Voilà, j'étais à l'université, j'ai fait une thèse de droit, que j'ai pas fini d'ailleurs, c'est un premier twist. Et à l'époque, j'enseignais à l'université et j'enseignais dans des écoles de commerce, dans plusieurs. Et puis, j'ai posé mes valises dans une en particulier, qui s'appelle l'INSEC Business School, que tu connais, dans laquelle je suis resté une quinzaine d'années. Et pendant ces 15 ans, j'ai aussi changé de fonction dans l'école. J'ai à peu près tout fait, puisque je suis rentré prof. J'ai été responsable de la vie associative, donc les week-ends d'inté, tout ça, je les ai fait côté administration, mais c'était déjà une aventure. Ensuite, j'ai eu des responsabilités pédagogiques, puis administratives. Je suis devenu directeur des admissions, donc c'est une fonction commerciale. Voilà, donc j'ai complètement arrêté d'enseigner pour prendre une casquette qui était inconnue pour moi à ce moment-là. Et quand on est directeur des admissions, on organise des concours, on sélectionne les candidats, et puis surtout, on va parler de l'école. Donc j'ai fait le tour de France des classes préparatoires, des UT, des BTS. Je partais le matin avec mes plaquettes, mon kakémono, comme un commercial. Et j'ai adoré cette fonction-là, alors que j'étais pas du tout prêt à ça, a priori. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'avoir d'autres responsabilités, managériales notamment, et j'ai dirigé les masters de l'école. Donc j'avais 1500 élèves, c'était une vraie école, j'avais des profs à manager, j'avais des administratifs, etc. Et ensuite, je suis devenu directeur de la grande école, donc de l'INSEC Business School jusqu'en juillet 2018. Voilà, donc je suis resté 15 ans dans la même structure, ce qui est rare aujourd'hui, parce que je vois les jeunes, les anciens diplômés de l'école, souvent tous les 2 ans ou tous les ans, ils changent, ou ils ont un side project, ou ils ont un projet entrepreneurial, ou etc., ou ils partent à l'étranger. Moi, je suis resté 15 ans dans une même structure, mais en faisant plein de jobs différents, et tous les 2-3 ans, j'avais besoin de changer. Voilà, au bout de 2-3 ans, je m'ennuyais, et puis surtout, j'avais envie de voir autre chose, quoi. Et puis en 2018, ça a été un moment important pour moi, parce que d'abord j'avais passé la quarantaine. Et à 40 ans, c'est la moitié de sa vie à peu près. En tout cas, c'est la moitié de sa vie professionnelle. On a bossé 20 ans, il nous reste à peu près 20 ans à bosser. Et j'avais envie de tout remettre en question à ce moment-là. Donc j'ai quitté ma fonction de directeur d'école. Et je suis parti un peu à l'aventure, parce que j'ai quitté cette fonction sans savoir où j'irais. Alors, je n'étais pas inquiet, hein, parce que je savais que j'allais rebondir. J'ai rebondi de fait très vite, en 2-3 mois, pour devenir directeur général d'une association qui venait de se créer, qui s'appelle toujours EdTech France, qui est une association plutôt dans l'univers de la tech, du numérique et de l'éducation. Donc c'était un peu à la croisée des chemins. Et là, ça a été, pour le coup, si on parle de twist, ça a été un énorme twist pour moi, parce que d'abord, j'ai divisé mon salaire par 3, mais j'ai multiplié mon plaisir par 1000. Du temps où j'ai été directeur d'école, 2500 élèves sous ma responsabilité, des centaines ou des dizaines de profs, j'avais des responsabilités importantes, etc. Et puis d'un seul coup, je me suis retrouvé tout seul. Parce que quand on est délégué général d'une association qui vient de se créer, on est un peu seul au monde, quoi, hein. Il y a un bureau avec des membres du bureau qui sont des bénévoles, qui sont des entrepreneurs, en l'occurrence, qui étaient élus, qui avaient cette fonction bénévole, mais ils avaient tous autre chose à faire que de s'occuper de l'association. Donc j'étais seul maître à bord, en quelque sorte. Et en France, c'était un écosystème qui était très balbutiant. Il y avait beaucoup de petites start-up éparpillées sur le territoire, avec des défis et des enjeux pour autant extraordinaires, parce que le numérique au service de l'éducation et de la formation, on voit aujourd'hui, après la crise, l'importance que ça représente, quoi. Et j'ai compris à ce
ce moment-là ce qu'était être un entrepreneur et ce qu'était peut-être plus encore un start-upper, c'est-à-dire devoir faire beaucoup avec rien. Et c'est à ce moment-là qu'on devient créatif, en réalité. C'est quand on n'a rien et qu'on doit faire des trucs, que l'imagination nous permet d'avancer. Et j'ai tout appris à ce moment-là, en réalité. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? C'est paradoxal parce que beaucoup de choses auraient pu apparaître comme étant très difficiles. C'est-à-dire que j'avais peu de moyens, j'avais pas de bureau, j'avais pas de collègues. Au début, j'avais très peu de considération parce que personne ne connaissait cette association. Et pour autant, avec le recul, ça a duré 2 ans. Hein. J'ai fait un nouveau twist qui aujourd'hui m'a amené chez Skill & New, j'en dirai quelques mots. Mais avec le recul, finalement, tout ce qui aurait pu me paraître difficile, je l'ai vécu avec une certaine facilité. Je n'ai pas obtenu un diplôme au bout de ces 2 ans, mais j'ai acquis tellement de compétences, tellement de connaissances, j'ai gagné tellement en agilité, j'ai eu le sentiment d'avoir rajeuni, et puis surtout j'ai développé un réseau tel que ça valait bien quelques sacrifices, et notamment des sacrifices financiers. Et puis il y a un changement majeur, c'est-à-dire que tu m'as connu directeur d'école, j'étais en costume avec une cravate. Ah ouais, t'as changé, voilà, j'ai passé 20 ans, mes 20 premières années de ma carrière professionnelle, je portais des cravates et des costumes, et depuis juillet 2018, j'ai pas mis une cravate, j'ai pas mis un costume. Moi j'ai fait ce métier avec passion, et je suis toujours un peu dans l'enseignement, même si c'est un peu différent, mais j'ai toujours fait ce métier avec passion parce que j'ai toujours estimé qu'on avait une responsabilité à l'égard de nos élèves. C'est-à-dire que, et ce n'est pas toujours le cas dans certaines écoles ou institutions qu'on ne va évidemment pas citer, j'ai l'impression que les financiers ont pris le pouvoir, quoi, et qu'on pourrait vendre des yaourts comme on vend de l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas un produit comme un autre. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y a pas beaucoup de métiers où nos clients, on les a dans nos couloirs, quoi. Moi, la porte de mon bureau, elle était ouverte et j'avais des élèves qui passaient, et je les voyais, et si ça n'allait pas, je le savais, et j'allais au contact, etc. Et puis, c'était des jeunes qui venaient comme Chloé, avec des rêves, avec des envies, avec des ambitions, qui aussi, pour beaucoup, avaient investi et avaient consenti des sacrifices importants, parce que les frais de scolarité dans une école de commerce, c'est des frais élevés, hein, donc beaucoup travaillaient le week-end, beaucoup, contrairement à une idée répandue, il n'y a pas beaucoup de fils de milliardaires dans les écoles. Il y en a beaucoup qui triment, il y en a beaucoup qui vont obérer une partie de leur avenir parce qu'ils vont avoir un prêt sur le dos, parce que leurs parents vont... Donc tout ça, ça nous donne une responsabilité qui est extrêmement importante. Et puis ces années, entre 20 et 23 ans, elles sont vraiment fondatrices, donc on n'a pas le droit de les gâcher, quoi. Donc j'avais cette responsabilité-là à l'égard des élèves, mais c'est différent d'une responsabilité d'entrepreneur où il y a un échec, c'est son échec, on peut emmener avec soi d'autres dans l'échec ou dans la réussite, ses associés, ses salariés, etc. Mais c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu, entre guillemets, quitter ton costume pour enfiler une paire de baskets et donc twister à ce moment-là? D'abord mettre des baskets, c'est vrai que c'était chouette. Je crois que moi, ce qui est agréable dans le métier de directeur d'école, c'est qu'on est au contact des jeunes et qu'on a le sentiment, ça n'est qu'un sentiment, mais de jamais vraiment vieillir, parce que on voit les jeunes qui changent et on change un peu avec eux, quoi. Et donc, j'avais un peu cette frustration, moi, de me voir vieillir dans mon costume et dans mes chaussures de ville. Et puis, quand on est directeur d'école, il y a un moment donné où et c'est normal, on finit par s'éloigner un peu du terrain, parce qu'on est pris par d'autres responsabilités, parce qu'on voit plus les actionnaires du groupe que les élèves, quoi. Donc je commençais à avoir cette frustration où j'avais le sentiment que je faisais plus tout à fait le même métier. J'étais moins dans la pédagogie et plus dans le business, quoi. Et ça me correspondait un peu moins. Et puis je voulais pas devenir un ringard, quoi. C'est-à-dire que je crois qu'il faut se remettre en question, il faut changer, c'est pas sain de rester 10, 20, 30 ou 40 ans au même endroit, c'est pas sain pour soi, c'est pas sain pour les autres. Je pense que l'école aussi avait besoin que quelqu'un d'autre apporte un autre œil, un autre regard, un autre élan. Donc je crois que j'avais, entre guillemets, fait un peu mon temps à ce moment-là, dans ce job-là, dans cet environnement-là. T'as eu peur quand le lendemain? Quand je suis parti? Non, pas du tout. Non, au contraire. Quand on quitte un job sans savoir où on ira après, eh ben, on a un peu ce sentiment qui peut être un sentiment de vide, mais qui est surtout un sentiment de liberté. Donc non, au contraire, j'ai pas eu peur, au contraire. C'était plutôt grisant. Et donc tu as passé après ces 2 ans dans une vie donc,
plus associative, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que tu as switché donc une deuxième fois et que donc aujourd'hui tu as pu intégrer Skill and You? Alors, bon, d'abord, j'avais divisé mon salaire par 3, j'avais envie de le remultiplier. Parce qu'à Ah. un moment donné, le confort, l'envie de confort nous rattrape. On rattrape. Non, Et ta femme c'est derrière. vrai, et ma femme. Ouais, la pression. Qu'est-ce que tu fous? Quand est-ce que tu travailles pour de vrai? Bon, voilà, c'est rigolo ce que tu fais. Bon, un peu pour les mêmes raisons, je pense qu'une association qui vient de se créer, à un moment donné, il faut pareil, que d'autres l'incarnent et que d'autres la fassent vivre, etc. Et puis moi, par ailleurs, je suis un développeur. Mon tempérament, c'est celui-là, c'est celui de développer. Alors aujourd'hui, on appelle ça du gros hacking ou je sais pas quoi. Bon, moi, j'appelle ça du développement. Et au bout de 2 ans, l'association, elle avait acquis une notoriété, une légitimité. On était passé d'une dizaine de membres à plus de 300. On rentrait dans une phase qui était moins une phase de développement qu'une phase de gestion. Et moi, la gestion, ça m'ennuie. Donc voilà, je sentais que si je restais, j'allais finir par m'ennuyer et par moins bien bosser et par plus rendre le même service à l'écosystème. Et puis, ces 2 années m'ont permis de rencontrer énormément de gens, dont mon futur employeur, puisque je suis allé chez Skill and You, où je suis depuis le mois de janvier. Et Skill and You étant une entreprise EdTech, sinon la plus grosse en France, puisqu'il y a 900 salariés, c'est une très grosse boîte, il y a 100 000 élèves, on fait que de l'enseignement à distance. Et il se trouve que Skill and You a adhéré à EdTech France. C'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on s'est rencontrés, et que la directrice générale de Skill and You, qui s'appelle Sonia Lévy-Audier, est aussi devenue vice-présidente d'EdTech France. Et alors, pourquoi avoir fait le choix d'intégrer un poste de Head of Innovation? Alors, c'est moi qui ai choisi l'intitulé de mon poste. Ça, c'est super confortable. C'est très quand même, classe. Voilà. C'est très classe. Moi, j'avais un poste qui était plutôt directeur de l'innovation, du développement, de la communication, que j'ai appelé, que j'ai brandé un Chief Innovation Officer, parce que ça ne veut rien dire et que j'aime bien cette idée. J'aime bien l'idée que derrière Chief Innovation Officer, on y met un peu ce qu'on veut, quoi. Bien sûr. Voilà. Et l'innovation, c'est ça. C'est créer, c'est inventer. La réalité de mon travail aujourd'hui, c'est de faire exister la marque Skill and You en tant que telle, parce que Skill and You, c'est un groupe qui n'est pas tellement connu en tant que tel, mais qui est davantage connu par les enseignes qu'il regroupe. C'est-à-dire que Skill and You, c'est 100 000 élèves dans 14 écoles, dans une logique B2C, parce que l'ADN de Skill and You, c'est d'abord ça, c'est de vendre des formations à des gens qui vont les autofinancer. On communiquait davantage sur les marques des écoles ou sur les enseignes que sur le groupe lui-même. Voilà. Or aujourd'hui, le groupe, il est un tournant de son histoire, puisque on continue évidemment d'être leader sur le B2C. On vend énormément de formations à des gens qui les achètent, mais on a aussi aujourd'hui de nouveaux modes de financement qui émergent, notamment grâce au CPF, compte personnel de formation, où on a des formations qui sont éligibles. Voilà, vous pouvez vous former ou préparer des diplômes ou des titres pro dispensés par une école de Skill and You financée par votre CPF. Donc c'est plus tout à fait du B2C. C'est du B2C, mais en passant par le G de gouvernement, ça fait du B2G2C. On est aussi attributaire de marchés publics, notamment avec Pôle emploi. Il y a un marché FOAD, formation ouverte à distance. Pôle emploi finance plusieurs milliers de formations chez Skill and You. Pareil, c'est pas vraiment du B2C, c'est du B2G2C, etc. Et quand on va vers des collectivités, quand on va vers des institutions, quand on va vers des prescripteurs publics, parapublics, etc., ou des grands comptes, ou si on veut aller vers du B2B, c'est la marque Skill and You qu'il faut incarner. Donc moi, je travaille à ça avec évidemment les équipes du groupe et la direction générale pour donner une identité à Skill and You, pour travailler sur d'autres modèles, pour aussi apporter mon réseau, qui n'était pas le réseau historique de Skill and You. On est aussi une entreprise qui fait un autre twist. Voilà, qui fait aussi un twist. C'est-à-dire qu'on passe aussi d'un marché de la formation initiale à la formation professionnelle. Moi, le marché de la formation professionnelle, je l'ai beaucoup fréquenté du temps d'EdTech France. Donc j'apporte aussi ce réseau-là. Voilà. Et puis aussi, avec mon expérience de l'enseignement supérieur, mon expérience de la EdTech, j'amène aussi un autre regard sur le produit lui-même. J'ai vu passer pendant 2 ans des dizaines de startups dans l'éducation avec des produits super smart, etc., qui sont souvent sous les radars des grands groupes. Moi, je suis capable de dire, tiens, peut-être que cette start-up-là, elle sera intéressante, peut-être que voilà, je peux travailler aussi sur l'expérience étudiante, etc. Donc moi, j'apporte un regard de spécialiste, j'apporte un réseau, je suis moins dans l'opérationnel,
plus dans la stratégie et c'est Mhm. quelque chose qui me convient assez bien aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais juste à toutes les personnes qui ont envie de changer, mais qui disent je sais pas faire, ou alors je pense que j'y arriverai pas, ou qui ont Alors, envie de bouger, mais qui n'y arrivent pas. c'est toujours facile de donner comme conseil, allez-y, foncez. Bon, c'est facile à dire, hein. On est assis sur une chaise et puis on dit à des gens, foncez, Bien allez-y, sûr. n'ayez pas peur. Bah oui, mais parfois il y a des obstacles qui font Bien sûr. que c'est un petit peu plus compliqué. Pour autant, je crois qu'il faut jamais se résigner et la vie est trop courte pour se dire, bon, voilà, c'est trop compliqué, je vais rester là, etc. Euh, Moi, mon principal moteur, c'est le plaisir que je trouve à faire quelque chose. Alors, encore une fois, c'est facile, hein, et c'est un luxe de pouvoir trouver du plaisir dans son job, et tout le monde ne peut pas avoir ce luxe-là. Mais en tout cas, le sens, le plaisir, l'envie, il faut être en capacité de l'écouter. Quoi. Et pas toujours se ranger du côté de la raison, parce que moi, si je m'étais rangé du côté de la raison, je serais encore directeur d'école, peut-être à l'INSEC, peut-être ailleurs, et probablement que je serais moins heureux que ce que je suis aujourd'hui, et probablement que je n'aurais pas les mêmes possibilités non plus d'évolution demain. Donc voilà, écouter son cœur et sa raison, mais surtout écouter son cœur, voilà, quand on peut le faire. Comment est-ce que tu te vois évoluer là dans les prochaines années? Je crois qu'à 60 ou 65 ans, ou peut-être même davantage, on a encore des choses à apporter, on a encore des choses à donner, et l'expérience qu'on a acquise, elle vaut autant que la fougue de la jeunesse, quoi. Donc j'ai envie pendant ces années-là, d'apporter des choses. Et j'aime bien l'idée que tout est encore possible. Alors, je suis pas fou, hein, tout n'est pas encore possible, hein, voilà. Et j'ai envie, quoi. J'ai envie d'apporter des choses, mais je ne sais pas ni où ni comment. Voilà. Ok. Je ne sais pas. On m'aurait dit il y a quelques années que j'allais bosser dans un groupe d'enseignement à distance comme directeur d'innovation. J'aurais dit, mais vous plaisantez, je ne sais même pas ce que ça veut dire. On m'aurait dit que j'aurais dirigé une association orientée tech alors que je sais à peine ouvrir un fichier Excel. Et là, j'exagère à peine. J'aurais dit, vous êtes tombé sur la tête. Donc voilà, l'idée que dans 5, 10, peut-être 15 ans, je ferai encore autre chose. Ou peut-être je reviendrai à mes premières amours, j'en sais rien. J'aime bien ça. J'aime bien l'idée de l'inconnu. Je trouverais absolument déprimant l'idée de me dire que ce que je fais là, je vais le faire pendant 20 ans. Mhm. Et que ce sera comme ça et que ça ne bougera pas. Et que ce sera le plus raisonnable. Ça m'emmerde. Et comment tu définirais l'innovation en un mot? Je crois qu'il n'y a pas d'innovation sans contrainte. C'est-à-dire qu'on n'innove pas pour innover, ça c'est pas vrai. Hein, dire, bah tiens, ce matin j'ai envie d'innover. Non, on innove parce qu'on n'a pas le choix. On innove parce qu'il y a un truc qui a changé, on innove parce qu'on n'a plus les moyens d'eux, on innove parce qu'il y a un concurrent qui est plus agile, etc. Donc je crois qu'il n'y a pas d'innovation sans contrainte et que c'est la contrainte qui fait précisément avancer. Donc l'innovation, c'est une réponse intelligente à la contrainte, quoi. D'accord. Très cool. Eh ben, C'est 3 mots par contre. C'était très bien. Ça marche. Très joli mot. on te l'accepte. C'est un mot plus un mot plus un mot. On te l'accepte quand même. Peut-être que pour terminer, vous voudriez qu'on Avec teste, plaisir, écoute, c'est l'occasion de tester, voilà, comme on dit à chaque fois, c'est- Twist and Taste, on parle de c'est twist, on parle de macarons. taste. Tu veux nous présenter pourquoi tu as choisi ça? Alors, Pourquoi le flan? Le Pourquoi- flan, j'adore le flan. Moi, c'est comme ça, encore une fois. C'est hyper agressif, en fait, le dessert, le flan, parce que quand on est môme, on mange des flans. Ouais. Et c'est Le un- truc en plastique avec. Ah oui, Avec il y a- le caramel il y a au des- il y a fond. des flans carrément dégueulasses. Mais non, le vrai flan pâtissier, Ok. quoi, le flan parisien, avec je crois que ça s'appelle comme ça, avec la pâte. Et il n'y a pas de flan qui se ressemblent, en réalité. Ouais. Hein, il y a des flans plus ou moins cuits au-dessus, il y a des flans plus ou moins moelleux, il y a des flans plus ou moins parfumés, on sent à la vanille. Celui-là est nature, moi je préfère la nature, mais il peut y en avoir au pruneau, il peut y en avoir à la noix de Tu coco, nous etc. dis, Je vais vous dire, je vais tu vous faire nous un verdict, mais voilà, les flans c'est comme les gens, quoi. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, mais on peut tous les apprécier et y trouver quelque chose. Ah, c'est joliment Voilà. dit. Et puis c'est un dessert de grand restaurant, C'est vrai. on Exactement. trouve ça partout. Ça peut être très raffiné. Alors, On va voir ce qu'il raconte ce flan. On dira pas d'où il vient. non, écoute, là, ils sont assez bons. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Une note Il sur est pas 10. mal. Une note sur 10, je vais mettre 7. 7, c'est Ok. une bonne Ouais, je vais note. mettre C'est une 7, très bonne c'est note. une note très correcte. Et le Très bonne macaron, note. c'est toi? Ouais. Ok. Pourquoi le macaron? Eh ben, parce que moi j'adore les macarons. Je trouve que déjà c'est. En fait, je trouve que déjà c'est hyper esthétique. Ok. Déjà, ça me plaît. Quand je le vois, j'ai envie de le manger. C'est coloré, c'est sympa, c'est petit. Donc voilà. Est-ce que les macarons, Je c'est trouve comme ça les flans, sympa. aucun ne se ressemble ou c'est seulement pour les flans? C'est très vrai pour les flans. Non, mais est-ce que les macarons de fête, ils se ressemblent pas, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas le même.
Voilà. Mais c'est très français le macaron. Là, Exactement. pour le coup, Très c'est vraiment, il n'y a pas C'est plus pour ça que j'ai ramené les français comme macarons. dessert que le macaron. Et c'est bon aussi les macarons, je les emporterai à la fin. Ah bah, Avec ils sont pour plaisir. toi. Pas tous, mais... Ouais. Un petit Parfait. mot de la fin pour conclure ce Twist and Taste. Eh ben, c'était super chouette. Alors, je suis ravi en plus d'avoir choisi un flan parce que c'est jaune et qu'il y a beaucoup de jaune. Et j'ai remarqué quand même un truc, parce que je suis un peu observateur, c'est qu'il y a beaucoup de jaune et beaucoup de Et bleu. de bleu, C'est mais on ça. se demande pourquoi d'ailleurs. Et on a beaucoup parlé d'innovation, de créativité, etc. Mais j'ai le sentiment qu'ici, ça transpire l'innovation et la Ouais. créativité. Donc, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à toi. Je suis très, très, très fier aussi d'avoir formé, enfin, pas personnellement, mais des jeunes femmes et des jeunes garçons, parce qu'il y a plein d'anciens élèves qui sont passés soit dans les salles de classe, soit dans les écoles dans lesquelles je travaillais. Et c'est toujours un plaisir de les recroiser et de voir qu'ils ont grandi. Et puis je me dis que ce qu'on a pu faire en tant que formateur, directeur d'école, ça a du sens, parce que voilà, c'est quand on vous voit qu'on se dit qu'on a fait du bon boulot. C'est Super. clair. Merci Super. beaucoup, Rémi. Merci beaucoup, Rémi.